Ceci est une notification audio pour vous signaler que vous avez une alerte Twitter. Bon, je crois qu'il est temps de se remettre au travail. Oh non, encore vous, mais faut arrêter de venir chez moi, on fait pas ça, enfin. Ah puis non, j'ai pas envie de vous écouter, c'est bon, on connaît, le seum, l'armoire sans trophée, pas d'étoiles, palmarès du Liechtenstein, etc., etc. Bref, j'ai pas envie de vous écouter. Hein? Vous êtes pas là pour ça? Hein? Voilà. Racontez une blague pour me remonter le moral. Fort sympathique à vous, je m'attends au pire, mais... Allez-y. Quelle est la différence entre un coq et l'équipe de Belgique? Génial comme blague, j'en sais rien, et la Belgique s'envole pas. Non? Ah, on sait rien. Les coqs, eux, sortent des poules. T'as de la chance qu'elle est pas mal, mais toi, un jour, il va t'arriver des bricoles. Allez, on a du travail. Et ben voilà. Yo, bienvenue sur ce nouveau débrief des diables. Alors oui, ça fait très longtemps et non, je ne me cachais pas dans, dans mon seum après cette Coupe du Monde désastreuse. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, bah, j'ai pas pu faire de débrief le moment où c'était le plus pertinent et je me voyais mal revenir sur la Coupe du Monde une semaine après que celle-ci soit finie, surtout que ça aurait été un déluge de seum et de sel dans tous les sens au vu de la performance qu'on a pu mettre en place lors de cette Coupe du Monde en question. Et donc je profite de la grosse actualité justement concernant l'équipe de Belgique pour revenir et on va faire un gros bilan un peu de l'état des lieux de notre équipe. Passer en revue la liste qu'a annoncé notre nouveau coach. Enfin, nouveau coach, je suis content de pouvoir prononcer cette phrase et voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner dans le futur. Alors oui, la vidéo risque d'être un peu longue, mais bon, je trouve que c'est assez de mise, et puis bon, c'est un peu le style de la chaîne. Donc voilà, on va commencer déjà par refaire un gros focus un peu sur ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde, parce qu'il faut en parler, il faut en parler. J'aurais pu, honnêtement, j'aurais pu faire une vidéo de plus ou moins 40 minutes qui aurait été une compilation de tous les points négatifs, tous les défauts qui revenaient systématiquement dans mon équipe et qui se sont revérifiés encore une fois lors de cette Coupe du Monde. La performance que notre équipe a été capable, c'est même pas le bon mot, mais que notre équipe a mis en place, c'était vraiment... ça faisait de la peine à voir, ça faisait de la peine à voir. On a eu des performances hasardeuses, sans mauvais jeu de mots, des joueurs qui étaient censés s'ouvrir le ventre sur le terrain pour montrer qu'ils avaient envie de faire une dernière bonne apparition dans cette compétition. On a eu des gros, énormes problèmes de coaching qui nous ont coûté, selon moi, tous les matchs, au-delà des performances des joueurs qui ne nous auraient pas permis de nous qualifier de toute manière. Et surtout, voilà, les mêmes défauts qui reviennent. Un Eden Hazard transparent, un Lukaku en manque de rythme. Honnêtement, à part Courtois qui a réussi plus ou moins à tourner la baraque et Onana qui pour moi fait une très très forte impression étant un joueur assez jeune dans la formation, on n'a vraiment rien de très glorieux à retirer de cette Coupe du Monde. Et on a eu, pour moi, le meilleur exemple de ce que la Belgique est capable de faire de pire en termes de football, que ce soit aussi bien techniquement que tactiquement. Donc, nous sommes arrivés avec, j'allais dire des ambitions, même pas, avec de l'espoir plutôt. Avec plutôt de l'espoir de pouvoir faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas retranscrit. Donc, on a commencé avec ce match contre le Canada. On s'est fait peur, on s'est fait clairement peur, on gagne d'un petit but seulement, on a eu beaucoup de chance de ne pas prendre l'eau dès le début du match, parce que, bon, on le savait, le Canada arrivait sans rien avoir à perdre, ils étaient déjà contents d'être qualifiés, ils voulaient montrer qu'ils étaient capables de performer, donc forcément, pour un premier match, ils allaient déborder d'envie, et résultat étant qu'on gagne seulement 1-0, en ayant contrôler le match, oui et non, plus ou moins, enfin c'était pas aussi simple que ça. Sorti de ce match-là, on se dit bon, on s'est fait peur, il va être temps de se relancer. On arrive au match contre le Maroc. Et c'est peut-être le seul match que je regrette
de ne pas avoir pu faire, pour lequel je regrette de ne pas avoir pu faire de débrief. Du moins pour moi, peut-être pas pour vous, parce que ça aurait été un déluge de rage encore pire que, encore pire que tout. Puisque pour moi, ce match, on a assisté à une aberration tactique. Vraiment, j'insiste sur ce mot. Ça a montré les limitations de Roberto Martinez à ce moment-là, et ça a exposé au monde son manque de capacité d'adaptation, d'autant plus quand ça compte. Je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase, mais je fais encore des cauchemars de ce milieu à 5 avec Eden Hazard. Je me demande toujours à quel moment, en posant ça sur le papier, il s'est dit que c'était une bonne idée. Il s'est dit qu'en affrontant une équipe physique bloc bas, il a sûrement dû se dire qu'il allait créer plus de jeux en mettant De Bruyne et Hazard au milieu de terrain, sauf qu'on s'est retrouvé avec un côté droit totalement inexistant, et au final on a perdu 2 buts. Avec des joueurs qui ont été incapables de se créer... Enfin, si, ils se sont créés des occasions, mais c'était pas... On aurait pu en attendre plus, on aurait pu jouer autrement. Peut-être une défense à 4, je sais pas, mais ce 3-5-2, c'était une horreur. C'était une horreur. Alors malheureusement pour moi, enfin, je n'ai pu voir que les 3 quarts du match. J'ai vu le premier but du Maroc, après je n'ai pas pu suivre la suite. Mais j'en avais bien vu assez pour voir que ce match était un flop total. Et après cette défaite 2-0 contre le Maroc, donc un premier match où on s'est fait peur, un deuxième match où on était vraiment moyen, avec une tactique horrible et des joueurs qui ont vraiment du mal, on a ce match contre la Croatie qui est une énorme déception. Et on pourrait dire que c'est de la faute d'un homme, Romelu Lukaku, c'est vrai. Malheureusement, je n'ai pas plus envie de lui imputer cette défaite qu'à Roberto Martinez, car pour moi, c'est une ineptie qu'il n'ait pas plus joué que ça. Qu'il ne soit pas titulaire contre le Canada, je veux bien, c'est entre gros guillemets que le Canada. Donc on peut se dire le reposer, voilà, ça passe. Qu'il ne soit pas titulaire contre le Maroc, qui est déjà un match important, alors que ce n'est que le second. Je veux dire, on est à la Coupe du Monde, c'est plus le moment de faire des ajustements. Là, normalement, tu es censé au moins être sûr de tes forces et savoir ce que tu dois mettre en place pour bien jouer. Malheureusement, c'était pas le cas à ce moment-là. Donc Lukaku est arrivé, déjà en cours de match, il n'était même pas titulaire contre la Croatie. Bon, ça commence à se débloquer. Hazard est sorti, Carrasco a joué devant, bon, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de tentatives de but, Doku est rentré, on a eu le trio de tête là. Mon cerveau a explosé, j'étais content. Malheureusement, on s'est retrouvé face à un mur et à Gvardiol, mais héroïque. Honnêtement, il a été héroïque sur ce match, il a fait vraiment un match énorme. Et la Croatie fait le match qu'il faut, enfin, ils n'ont pas démérité, ils ont fait un gros match, ils ont peut-être concédé un peu plus d'occasions, mais c'était très équilibré, ça se rendait assez coup pour coup, et on a de la, entre guillemets, de la chance de ne pas avoir pris l'eau, ce qui aurait pu être le cas. Mais voilà, on en est là, quoi. On sort de cette Coupe du Monde, 3 matchs, 3 déceptions, donc une Coupe du Monde qui est aux antipodes de ce que nous espérions. Même, faut le dire, de ce à quoi nous nous attendions. On peut pas jouer comme ça. Quand on est censé être, voilà, top 1 du classement FIFA pour ce que vaut ce titre. Et voilà. On arrive après cette Coupe du Monde. Bien entendu, alors, avec tout le respect que j'ai pour lui, je lui ai tiré énormément dessus. Monsieur Roberto Martinez est out dès lors que la Coupe du Monde est finie, et je pense que pour moi, le match du Maroc a été la synthèse de tout ça, et après ce match, on ne pouvait plus, très clairement, on ne pouvait plus avoir Roberto Martinez en tant que sélectionneur, c'était quasiment sûr. Et au fur et à mesure que le temps avance, même avant que l'on ait déjà le nom du nouvel entraîneur, il y a des joueurs qui ont annoncé leur retraite. On a Eden Hazard, on a Simon Mignolet, on a Toby Alderweireld. Alors, on les remercie pour leur bon et loyaux service, même si, surtout pour Hazard et Alderweireld, c'était beaucoup plus compliqué ces derniers temps. Mais il est temps.
Il est temps. Il y en a un autre dont j'attends aussi cette annonce. Malheureusement, après la conférence de presse, ça n'a pas l'air de se diriger dans ce sens-là, donc on verra bien ce que nous réserve le futur. Et donc, en attendant, nous avons la nomination de Domenico Tedesco à la tête de notre équipe. Alors, je vais être très honnête, c'est un coach que je connais très peu. Je me rappelle l'avoir vu sur le banc de Leipzig. Il a fait partie de voilà ce renouveau à Leipzig. Il a été à Hoffenheim également, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas trop la Bundesliga en dehors du Bayern et quelquefois de Dortmund, enfin surtout en Ligue des Champions. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et des rapports que j'ai pu voir, on peut voir que c'est quand même un coach qui a la philosophie de la gagne et qui utilise un système assez proche de ce qu'on fait depuis quelques temps avec cette défense à 3, ce milieu à 4. On va voir, pour l'instant, on a toujours ce problème de défenseurs latéraux. Je pense que ce problème ne risque pas d'être réglé tout de suite, même si on a des possibilités de solutions. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'équipe va évoluer. Pour l'instant, on va toujours rester sur le même système. Et ça me permet d'enchaîner, du coup, sur la conférence de presse qui était un peu décevante. Donc, j'ai ma grande surprise, pas vraiment, mais j'ai vu du coup que Monsieur Tedesco annonçait sa liste de joueurs aujourd'hui au vu du match contre la Suède qui aura lieu le 23 et contre l'Allemagne qui aura lieu peu de temps après, je ne me rappelle plus de la date exacte, pour les matchs qualificatifs de l'Euro pour la Suède et match amical contre l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a eu cette conférence de presse qui s'est tenue en ce jeudi, si je dis pas de bêtises, on est bien jeudi, non, vendredi, pardon, en ce vendredi 17 mars 2023. Et première surprise, déjà, Monsieur Tedesco n'annonce que 20 joueurs, dont 4 gardiens. On est de retour avec ces 4 fameux gardiens. Alors, bon, il a expliqué qu'il faisait ce choix car il ne savait pas encore qui était troisième gardien entre Mats Sels et Thomas Kaminski. Donc au moins son choix est expliqué, ce n'est pas comme Roberto Martinez qui prend 4 gardiens pour prendre 4 gardiens. Mais, du coup, 20 joueurs sur plus 4 gardiens, ça en fait 16 joueurs de champ. 16 joueurs de champ, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de rotation, on va plus ou moins retrouver le même noyau, je pense, sur ces deux prochaines rencontres. Et on va pouvoir voir que, finalement, ça change, oui. Il n'y a pas trop de nouveaux noms, on va rester dans les clous, et voir que finalement, bah, on est peut-être reparti comme en 40, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je vais vous mettre la liste des joueurs, et nous allons revenir très rapidement dessus. Donc déjà, comme je viens de le dire, on peut voir en gardien donc Courtois et Castells, qui sont les numéros 1 et 2, d'après ce qu'a pu dire M. Tedesco dans la conférence de presse. Les numéros 1 et 2 sûrs. Et ensuite, du coup, Mats Sels et Thomas Kaminski, qui sont postulants pour le rôle de troisième gardien, donc à voir comment ça va se traduire sur le futur. Très bien. Ensuite, on a eu vraiment une annonce que j'ai trouvée étrange, pêle-mêle de joueurs. Vraiment, les joueurs ont été cités les uns après les autres, sans vraiment de cohérence. Je veux dire, on a eu des défenseurs, ensuite des milieux, ensuite des attaquants, puis des défenseurs. Enfin, c'était très confus. Mais du coup, bah, c'est difficile de faire par catégorie. Donc on va revenir un peu sur les noms que nous voyons. Donc Borno et Carrasco. Borno, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas c'est un joueur d'avenir. Je pense qu'il aura sa place, même si je le vois un peu plus faible que les autres présents sur cette feuille. Yannick Carrasco, qui pour moi doit être titulaire attaquant gauche, s'il vous plaît. Monsieur Tedesco, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le jouer devant.
au bout d'un moment, je veux dire, Marc Wilmots n'a pas très bien compris. Roberto Martinez, il l'a pas compris non plus. J'espère que vous comprendrez que Carrasco est fait pour jouer devant. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, Timothy Castagne. Bon, Timothy Castagne, ça devient un classique maintenant. Il peut jouer des deux côtés, donc je pense qu'il sera très très utilisé par Monsieur Tedesco. Bon, De Bruyne. Là, De Bruyne, pas grand chose à dire, hein. Voilà, c'est De Bruyne, il a encore sorti une performance fantastique en Ligue des Champions contre les Leipzig qui se sont pris une petite rouste, faut le dire, hein, voilà. Donc voilà, toujours content de voir Kevin De Bruyne. Mon gars sûr, le prince Charles, Charles de Ketteler, sera là. Chose qui a été entre guillemets, reproché à Monsieur Tedesco, et d'ailleurs ce n'est pas le seul, il y a d'autres joueurs d'Orska comme Doku, comme Lukaku, les journalistes se demandaient de la pertinence de ce choix parce que c'est des joueurs qui jouent moins en club. Voilà, ils ont... Sans dire qu'ils ne performent pas, ils ont des temps de jeu réduits, des fois il y a même des matchs où ils ne jouent pas. Ça a été reproché à Monsieur Tedesco et c'est défendu que, certes, mais bon, c'est des joueurs qui jouent dans des grands championnats, euh, dans les championnats les plus forts et qui connaissent une adversité plus importante que des joueurs qui jouent en Jupiler Pro League. Parce que c'est souvent celui-là qui est revenu sur le tapis, mais bon, je reviendrai un peu après sur la conférence de presse en elle-même. Ensuite, nous avons Zeno de Bast, qui je pense aura sa place de titulaire en défenseur central, puisque c'est celui qui a fait la plus forte impression dans les jeunes émergents, je pense, en tant que défenseur central. Vermi Doku, quel plaisir, malheureusement, il a le syndrome, ça va parler à ceux qui suivent un peu la NBA, il a le syndrome Anthony Davis, c'est-à-dire que c'est un joueur hyper fort, mais qui est hyper fragile. Apparemment, il n'est pas sûr à 100% de jouer les matchs qui arrivent. Monsieur Tedesco a dit justement qu'il attendait d'avoir les derniers bilans, qu'il allait passer une radio pour être sûr que tout aille bien. Et si tout va bien, ben, il jouera. Et si tout ne va pas bien, malheureusement, il serait remplacé sur cette liste de joueurs. Est-ce que je n'espère pas, parce que bon, c'est peut-être dans les jeunes le joueur que j'ai le plus envie de voir sur le terrain avec Onana, donc j'espère que ça va aller pour lui et j'espère qu'il pourra enfin performer à haut niveau avec la Belgique et pas seulement au club. Voilà. Ensuite, Wout Faes, bon, Wout Faes, pas grand chose à dire sur lui, c'est un bon joueur qui a gagné sa place à Leicester. Maintenant, est-ce qu'il aura sa place de titulaire? Je ne sais pas, peut-être. Ça va être à la discrétion de monsieur Tedesco. Ensuite, nous avons Roméo Lavia, la petite sensation, hein, le jeune qui émerge, donc à voir s'il aura du temps de jeu, pareil, mais je pense que c'est un joueur d'avenir qui va pouvoir nous apporter quelque chose, vraiment, quelque chose de différent. Et surtout qui commence déjà à s'habituer à jouer avec l'équipe première, puisque je suis convaincu que c'est un joueur qui aura sa place de titulaire indiscutable dans un... Peut-être pas dans un futur proche, mais d'ici d'ici quelques compétitions. Ensuite, nous avons Dodi Lukebakio, qui n'est pas un mauvais choix. Je pense sur son côté droit, il n'y a peut-être pas tant de performances que ça. Après, est-ce qu'il y avait un choix plus pertinent? Peut-être. Je pense toujours que c'est un bon joueur. Maintenant, à voir, je pense surtout que ce sera la doublure de Doku, ou voir qui il mettra à sa place. Ensuite, Romelu Lukaku, pardon. Donc du coup, Romelu Lukaku, comme je vous l'ai dit, c'était un peu, il a subissait un peu les mêmes critiques. Son choix, le fait qu'il l'ait choisi, subissait un peu les mêmes critiques que pour Charles de Ketteler, parce qu'il joue peu avec l'Inter, même s'il marque de temps en temps. Il a toujours du mal à s'adapter là-bas, donc on verra. Pour moi, Lukaku est titulaire indiscutable pour l'équipe de Belgique, c'est le meilleur buteur de notre équipe, et peu importe qui joue pas au club, il faut arriver à le relancer à un moment. Si on le fait pas au club, il faut le faire en équipe nationale, puisque bon, on a des gens sur le papier qui performent aussi. D'ailleurs, on va en aborder un peu plus loin, mais voilà, il faut redonner sa chance, pardon, à Lukaku. Donc, Lukebakio, on vient de le dire. Aurel Mangala, donc milieu de terrain, un peu plus offensif
que mon gars sur Onana. Et lui, c'est pareil, c'est un joueur que... Je pense que une paire Mangala-Onana, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, sachant que Mangala est quand même assez offensif, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais bon, Monsieur Tedesco a dit déjà que Yuri Tielemans, normalement, a sa place indiscutable au sein de l'effectif, hein, vu qu'il est blessé en ce moment. Donc ça pénalise une place, pas vraiment, mais ça bloque un peu de temps de jeu, on va plus le dire comme ça. De l'autre côté, il n'a pas appelé Axel Witsel, mais apparemment, il aimerait toujours le conserver dans l'équipe. Donc, est-ce que s'il le conserve dans l'équipe, c'est avec une place de titulaire indiscutable? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir, même si j'adore Witsel. La paire Witsel-Tielemans, pour moi, était très performante jusqu'à un certain point. Même si on sent que l'âge commence à un peu rattraper les deux. Voilà, donc à voir ce que ça va donner un peu ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, Monsieur Tedesco l'a abordé en conférence de presse. Au niveau des milieux de terrain, on a vraiment une piscine de milieux de joueurs au milieu de terrain. Et il y a un moment, comme il a dit, il faut faire des choix. Donc c'est plus porté sur Mangala et Onana, du coup, vu que j'en parle, et aussi Luis Openda. Comme ça, j'aurais fait les milieux. Non. Et aussi Denis Praet. je lis pas au bon endroit. Et aussi Denis Praet. Donc, on voit vraiment un gros pôle de joueurs au milieu de terrain. Et c'est peut-être là où on a le moins de soucis à se faire pour l'avenir. On voit que la défense, ça commence à monter, l'attaque aussi. Donc, on se dit que pourrait peut-être repartir sur de bonnes bases. Hein. Ensuite, Thomas Meunier. Bon, Thomas Meunier, est-ce qu'il est là par défaut? Puisque pareil, lui aussi, ça a été reproché, il joue pas trop avec Dortmund. Bon, c'est un joueur qui connaît son poste, qui a de plus en plus de lacunes en défense, mais qui reste très très performant en attaque. Maintenant, est-ce que c'est pertinent de l'avoir en tant que titulaire indiscutable? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il aura la primeur sur le poste? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. On verra bien. C'est un point que j'aborderai un peu plus sur la conférence de presse. Ensuite, donc, Onana, j'en ai parlé. Loïs Openda, bah... on ne peut plus logique, je veux dire, le gars est fantastique. Le gars est fantastique avec Lens, bon... Alors, je regarde pas les matchs de Lens, mais je regarde un peu les résumés, je regarde ce qui se passe. Et même si pour Lens, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, je veux dire, le dernier match de Lens... que voulez-vous dire? Openda a tout fait. Le mec est au pressing, à la finition, à la passe. On veut des joueurs comme ça, c'est des joueurs comme ça qu'on veut sur le terrain. Alors oui, je pense que Lukaku a la primeur sur la titularisation. Est-ce qu'on peut pas faire jouer Luis Openda à côté de lui, qui est un joueur assez rapide, sur un côté, le côté droit, je pense, où voilà, on sait que aussi il y a Batshuayi, apparemment, vu qu'il est blessé, il devrait revenir, mais moi, voilà, Batshuayi, je pense que, comme Monsieur Mertens, hein, Monsieur Mertens, il serait peut-être temps de laisser sa place. Non, il serait peut-être temps de laisser sa place à un moment donné. Enfin voilà. Moi, c'est plus des joueurs de ce profil-là que j'ai envie de voir sur le terrain, voir comment il pourrait être utilisé, surtout s'il aura beaucoup de temps de jeu. Ça reste à voir. Donc Denis Praet, j'en ai un petit peu parlé, c'est un joueur pareil qui évolue aux côtés de Woodface et Tielemans à Leicester. Leicester qui commence à voilà, m'intéresser. Bon, Tottenham parce qu'il y a eu voilà, il y a eu 4 joueurs belges là-bas. Leicester est un petit peu en train de prendre cette voie-là, donc j'aime bien. J'aime bien les équipes comme ça de première ligue qui ont beaucoup de joueurs belges. Bref, trêve de barbarie. Denis Praet, je pense pas qu'il aura la primeur sur un poste de titulaire, mais je pense que c'est un très bon atout qui peut s'avérer justement déterminant dans des matchs serrés. Je pense que faire rentrer Praet dans des matchs serrés, ça peut débloquer des situations, surtout offensivement. Ensuite, Alexis Salmakers. Si pour moi quelqu'un doit jouer dans le côté droit, c'est lui, hein, forcément. Quand il n'y a pas de coup, bien entendu.
Je le préfère dans un rôle un peu plus offensif, même si, bon, à Milan aussi, il est capable d'avoir ce rôle un peu à la Torgan Hazard, hein, c'est-à-dire de jouer sur ce couloir droit en tant que milieu droit et d'avoir un rôle défensif. Mais honnêtement, pour moi, c'est un joueur qui doit être dans la percussion, dans les centres, dans les pénétrations et voilà, essayer d'être le plus offensif possible. Ensuite, Arthur Théâtre, Arthur Théâtre, c'est le gars sûr, c'est le sang, c'est celui que j'espère qu'il aura enfin du temps de jeu. J'espère qu'il aura sa place de titulaire, j'espère qu'il va montrer qu'il mérite sa place de titulaire, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Et j'attends beaucoup de lui, j'attends énormément de lui et j'espère qu'il fera le taf. Et ensuite, Leandro Trossard, je veux dire. Il a signé à Arsenal, une équipe qui était déjà en très très bonne position. Je pense qu'il s'est fait sa place très vite là-bas, même si il a de la concurrence à son poste. Euh, voilà, Leandro Trossard aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, entre guillemets, le digne successeur de Hazard, c'est-à-dire celui qui sera amené à jouer à sa place, même si personnellement je préférais Carrasco. Hein. Le répète encore une fois, au cas où. Et voilà, et puis pour finir, Jan Vertonghen. Bon, Jan Vertonghen, je m'attendais à ce qu'il ne laisse pas sa place dans l'équipe. Maintenant, j'espère qu'il restera plus sur le banc et qu'il l'aidera à épauler les défenseurs de notre équipe plutôt qu'à vouloir toujours faire parler son autorité, son expérience par rapport aux autres et un petit peu flinguer cette, je vais dire cette hiérarchie, mais pas vraiment, mais plutôt cette ambiance un peu moyenne qu'il peut apporter. On se rappelle des conflits, Coupe du Monde avec De Bruyne et patati et patata, qui c'est capitaine, patati, bref. Il y en a marre de ça. Il y a une hiérarchie à établir. Il y a des jeunes à former, il y a des performances à aller rechercher. Parce que le bilan avec Roberto Martinez était certes positif, mais ça nous a amené où? Ça nous a amené où? Voilà. Donc voilà pour la liste des joueurs. Ensuite, on a eu droit à une conférence de presse, un petit peu question-réponse. Alors j'ai trouvé ça... Franchement, honnêtement, la conférence de presse, j'ai trouvé ça très moyen, parce que déjà, elle a duré qu'une demi-heure. Ce qui est assez court, j'ai trouvé. Et les... Alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, les journalistes belges posaient tous les mêmes questions, en fait. Et pourquoi vous n'avez pas pris un tel? Vous avez pris un tel, est-ce que c'est définitif? Vous n'avez pas pris un tel, est-ce que c'est définitif? Est-ce que vous avez appelé un tel? Je veux dire, on sort d'une des compétitions les plus désastreuses que notre équipe a été capable de proposer depuis, allez, 8 ans, pour être très très large, plutôt 6. C'est de parler un petit peu de jeu, c'est de voir comment ils comptent positionner les joueurs, Enfin, il y a des questions un peu plus intéressantes que se focus sur oui mais Mertens s'il n'avait pas été blessé, oui mais Batshuayi, oui mais Witsel. Ils sont pas là. Concentrez-vous sur les joueurs qui sont là. C'est de voir ce qu'ils vont apporter. Enfin, c'est peut-être un peu dur dit comme ça, parce que c'est clair que ça pose question. Hein, déjà une liste de 20, avec beaucoup de jeunes, des joueurs qui jouent peu. On peut se dire, c'est discutable, mais je pense qu'il y a plus de matière à creuser dans le terrain que vraiment dans le qui est là et qui n'est pas là. Et pourquoi il est là et pourquoi il n'est pas là. Fallait que je le dise, parce que j'avoue que j'ai trouvé dans l'ensemble, entre la conférence de presse qui dure une demi-heure, les joueurs donnés pêle-mêle sans vraiment respecter un ordre de poste, et les questions-réponses qui ont duré 15 minutes et qui ont tourné quasiment autour que des mêmes sujets, c'est-à-dire les joueurs pas appelés, les joueurs appelés et le manque de joueurs de Jupiler Pro League. Je veux dire, au bout d'un moment, moi je ressors de cette conférence de presse, je reste sur ma faim. Voilà. J'aurais peut-être aimé en apprendre plus sur ce qui allait être mis en place, et les joueurs, et les postes que les joueurs... par exemple, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qui aurait occupé le poste de milieu droit, par exemple. Qui aurait occupé le poste d'attaquant gauche? Est-ce qu'il avait déjà une idée? Parce que pour l'instant, ben, on est dans le flou, on a les joueurs certes, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être mis en place, et du coup, comment on va être capable de se débrouiller contre la Suède et l'Allemagne, qui sont quand même des tests, voilà. Va pas falloir les prendre à la légère, va falloir y aller,
y aller pour gagner. Mais ça, je pense que M. Tedesco arrivera à mettre les choses en place de manière correcte pour que nous puissions enfin performer à notre juste niveau. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un nouveau coach, c'est bien beau d'avoir une nouvelle niaque, une nouvelle force, d'avoir de nouveaux joueurs sur le terrain, mais tant que les joueurs ne s'ouvriront pas le ventre vraiment pour le maillot, on sera capable d'aller nulle part. Il faut être réaliste. Bref, mais je suis déjà pessimiste alors qu'on a même pas joué un seul match. Donc, j'attends déjà le 23 pour voir ce match contre la Suède et le 25 ou le 26, si je ne dis pas bêtises, pour le match contre l'Allemagne. J'espère que nous allons enfin pouvoir fermer ce livre. Enfin non, de toute façon ce livre est fermé. Livre Coupe du Monde, Génération Dorée, blablabla, le somme, les trophées vides, on oublie. C'est bon, c'est passé, c'est derrière nous, pardon. On est en reconstruction, on repart avec un nouveau visage, on repart avec des jeunes, on repart avec des ambitions à la baisse. C'est surtout ça qui est important. On a moins cette obligation de résultat puisqu'on a vu que, faut le dire, on n'était pas au niveau. Il faut le dire, on n'était clairement pas au niveau. Donc on repart avec des ambitions à la baisse, il est temps de se reconstruire et d'essayer de construire quelque chose de pertinent pour arriver à performer à l'Euro. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que si les matchs proches qui arrivent là ne sont pas aussi aboutis qu'on le voudrait, ce ne sera pas dramatique. Par contre, arriver à l'Euro, s'ils ne le sont toujours pas, donc d'ici 2024, hein, donc ça fait un peu plus d'1 an, là il y aura un vrai problème. Et ça viendra peut-être plus des joueurs que de l'entraîneur. On verra bien. En tout cas, là, je tire des plans sur la comète, on n'en sait pas plus. Voilà, ben, je pense que ça refait à peu près le tour. J'ai beaucoup déblatéré. J'ai peut-être pas dit tout ce que je voulais, mais dans l'ensemble, voilà. Au revoir, Monsieur Martinez. Merci pour vos travaux, même si ceux-ci sont vraiment en dents de scie, avec énormément de victoires, mais parce que cette stat me tue, il y a beaucoup de victoires, mais les défaites, c'est des défaites que dans des compétitions importantes contre des grosses équipes. Ça fait très très mal. Merci Eden Hazard, pour tout ce que tu as fait pour la Belgique. Malheureusement, tu n'auras jamais réussi à décrocher quelque chose, et c'est vraiment dommage. Et il en va de même pour Mignolet et Aldo Herald. J'espère que leur carrière footballistique pourra continuer, et qu'ils pourront continuer à s'épanouir dans ce sport qui les a portés aussi loin, surtout Hazard avec le Real, ce qui est dommage. Et voilà, bienvenue Monsieur Tedesco. J'espère pouvoir compter sur vous pour faire les bons choix, hein, les bons ajustements pour donner envie à nos joueurs d'un peu s'arracher sur le terrain, un peu de niaque, un peu de hargne. On a des joueurs comme Onana, comme Openda, comme Mangala, comme Trossard qui n'hésitent pas à aller au combat. Il faut tabler sur ces joueurs-là et que nous pourrons enfin performer dans une compétition, enfin rêver grand, rêver trophée. Et ça reste à prouver. Bref, je vais m'arrêter là, sinon je ne m'arrêterai jamais. Je vous donne rendez-vous pour le débrief qui aura lieu. Je pense pas faire un débrief après chaque match. Je ferai un débrief des 2 matchs, vu qu'ils arrivent proches. Les prochains sont en septembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on a le temps. Je vous souhaite de passer de bons matchs, si vous pouvez les suivre. Si vous ne pouvez pas les suivre, je vous donne rendez-vous dans les prochains des Bidrift Diadiab qui, eux, seront là cette fois après, je l'espère, les victoires de notre équipe. En attendant, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, que l'Esprit Shonen vous accompagne, et je vous dis à la prochaine.